Yaorana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du jeudi 1er février. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La Polynésie pourrait bientôt être actionnaire d'un nouvel armateur entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. C'est en tout cas le souhait de Moetai Broderson, une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir les professionnels du secteur. Nous en parlerons justement avec notre invité Stéphane Renard, le coordinateur du cluster maritime. Avec lui, nous ferons également un point sur les perspectives 2024 du secteur de la croisière. L'usage du cannabis débattu au CESEC. Les conseillers ont étudié ce matin le projet de loi de pays. Ils sont favorables à l'aspect thérapeutique, mais opposés à la création d'une filière de production locale. Nous leur avons tendu le micro. Enfin, place à votre rendez-vous sportif de la semaine, Teara Sport. Avec Oriano Tefa, où nous ferons un tour d'horizon des performances sportives de nos Aito à l'étranger. Ce soir, on vous emmène à San Diego, au Salvador et en Nouvelle-Zélande. Doter le pays d'un armateur entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande, c'est un souhait exprimé par Moetai Broderson dans l'optique de proposer un fret compétitif aux importateurs locaux. Mais les professionnels du secteur sont surpris et perplexes de cette annonce. On vous explique pourquoi dans ce reportage d'Athéna Milcam. C'est à Paris, à l'issue d'une rencontre avec le président d'une entreprise conseil en stratégie maritime, que le président Moetai Broderson évoque un nouveau projet, celui de mettre en place une société en partie détenue par le pays. Cette dernière opérerait des porte-conteneurs entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. Cette société n'aurait pas vocation, je dirais, à faire de la spéculation sur le coût du transport. Elle opérerait à des coûts fixes, prévisibles. Et ça permettrait, s'ils adhèrent, à nos importateurs de bénéficier de coûts de transport avantageux par rapport à ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais ça permettrait aussi aux transporteurs classiques qui s'orientent vers des navires de plus en plus grands, finalement de peut-être se délester d'un détour par la Polynésie qui, il faut le dire, aujourd'hui les embête plus qu'autre chose. Un équivalent maritime de la compagnie aérienne du pays, Air Tahiti Nui. Il compterait 2 navires de 600 conteneurs équivalent 20 pieds. Une idée sur laquelle n'ont pas été consultés les acteurs locaux, mais qui n'a pas manqué de les interpeller. D'autant que 2 projets similaires portés localement ont déjà échoué ces dernières décennies. Je comprends au départ évidemment la préoccupation du président de vouloir maîtriser le transport maritime pour que la Polynésie soit moins dépendante, mais sincèrement c'est un projet irréalisable parce que cela dépend de choses très très importantes qui ne sont pas de la compétence du pays à mon avis, puisque d'une part il y a l'achat de bateaux et déjà c'est un investissement très conséquent, mais au-delà de ça il faut organiser tout le transport des containers et là, c'est là où le bas blesse. Actuellement, 2 services maritimes composés de partenariats entre différentes compagnies opèrent le transport de marchandises depuis la Nouvelle-Zélande. Le premier tous les 15 jours, le second tous les 17 jours. Des marchandises qui proviennent majoritairement d'Asie, puis de Nouvelle-Zélande et d'Australie, soit une moyenne de 15 000 conteneurs de 20 pieds par an. Et c'est pas simplement en offrant un service à partir de la Nouvelle-Zélande qu'on pourra avoir des containers à bord, parce qu'il faut bien pouvoir aller les chercher dans les ports à l'étranger. Et là, il faut envisager des partenariats avec des grandes compagnies maritimes, des partenariats avec des sociétés de leasing de containers, ou alors aller les acheter, mais là c'est carrément hors de proportion. Et tout cela, c'est très très cher. Dans le coût du fret est intégré le coût de rapatriement des équipements vides. Donc ce sont vraiment des coûts faramineux dont ils n'ont même pas conscience. L'objectif de réduction des coûts sur le fret semble donc difficile pour le syndicat des agences maritimes, notamment parce que les 2 services maritimes en place bénéficient d'économies d'échelle autrement plus avantageuses qu'une compagnie locale. Développer l'économie bleue, c'est justement le rôle du cluster maritime. Son coordinateur Stéphane Renard est notre invité ce soir. Stéphane, Yaorana. Yaorana.
On l'a vu dans le reportage, Motaï Broderson a annoncé sa volonté de créer une société locale de porte-conteneurs entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. Visiblement, les acteurs du terrain sont surpris et dénoncent un manque de consultation. Est-ce un avis que vous partagez? Que pensez-vous de ce projet? Au-delà d'une dénonciation, la préoccupation du président est légitime. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans l'ensemble des routes maritimes mondiales et régionales beaucoup de changements, beaucoup de pression, beaucoup de difficultés, et ça fait courir effectivement à la Polynésie des risques sur les prix, des risques sur les dépendances diverses et variées pour notre approvisionnement, pour tout ce que l'on importe ici en Polynésie française. Et donc réfléchir à des solutions n'est pas illégitime de la part du président et du gouvernement. Maintenant, effectivement, est-ce que monter une SEM spécifique pour cet objectif-là, est-ce que c'est réduire les coûts? Est-ce que c'est, comme le président l'évoquait à l'instant, garantir des coûts fixes? Enfin, peu importe, il y a sans doute toute une réflexion à avoir, et je pense que l'ensemble des acteurs du maritime, et que ce soit le syndicat des agents maritimes, que ce soit la Confédération des armateurs, on a des gens d'expérience ici en Polynésie française, peuvent participer à cette réflexion, peuvent apporter des idées, peuvent travailler avec le gouvernement pour trouver sans doute les meilleures solutions, et sans doute un usage de l'argent public moins aventureux qu'il ne semble l'être au travers de la constitution d'une société telle que celle-ci. Le projet du président est qualifié d'irréalisable, je cite, par la présidente du syndicat des agences maritimes. Ce n'est donc pas forcément le cas, il pourrait voir le jour? Tout peut voir le jour, après tout dépend le volume d'argent public que l'on veut y mettre. La difficulté, c'est de trouver un point d'équilibre pour le fonctionnement d'une telle société, on le sait, on l'a connu par le passé, notamment avec Air Tahiti Nui. Trouver le bon équilibre financier pour une SEM sans qu'il y ait chaque année à remettre un certain nombre de milliards, c'est compliqué, c'est pas simple. Maintenant, ça peut répondre à des enjeux, ça peut répondre à des préoccupations pour la Polynésie et pour le bien des Polynésiens et du portefeuille notamment et du pouvoir d'achat des Polynésiens, mais il faut véritablement peser le pour et le contre, les différentes solutions que l'on peut envisager, et je pense que l'ensemble des acteurs, encore une fois, il y a beaucoup d'expérience, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience au sein de nos agences maritimes, de nos armateurs. Il y a des gens, je pense, qu'il faut consulter, écouter, et qui sont prêts à le faire et qui auront envie de le faire. Motaï Broderson a affirmé que ce nouveau projet permettrait aux grands transporteurs de ne pas faire de détour par la Polynésie. Ce serait réellement bénéfique pour nous? En fait, il y a plusieurs enjeux. C'est-à-dire que le transport maritime international est à la fois soumis, on l'a vu, à un certain nombre de crises géopolitiques, géostratégiques qui font que les routes sont perturbées. Mais il y a aussi toute cette tendance aujourd'hui de la transition environnementale de la propulsion et du fret maritime. Qui fait que pour qu'il y ait moins d'émissions, moins de pollution à la tonne transportée, on va sans doute sur des navires de plus grande importance entre les grands continents, entre les grandes zones qui produisent et celles qui consomment. Et donc effectivement, pour la Polynésie, c'est un risque de marginalisation en plus. C'est effectivement pour ces grands opérateurs souvent l'obligation de faire un détour. Est-ce qu'on peut les accueillir? Est-ce que nos infrastructures sont adaptées à ces nouveaux navires? Donc ça pose beaucoup de questions. Maintenant, arriver à se dire on va fidériser ce qu'on appelle, c'est-à-dire aller déposer tous nos conteneurs en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour pouvoir les faire revenir par la suite en Polynésie française, c'est du temps dans cette chaîne-là en plus, c'est des délais supplémentaires, c'est des coûts supplémentaires, c'est des ruptures de charges supplémentaires. Effectivement, en bout de chaîne, ça pèse sur les finances des Polynésiens. Stéphane Renard, vous avez animé ce matin l'Assemblée générale extraordinaire de Tahiti Cruise Club. C'est l'occasion de faire un point sur les croisières au Fénois. Mais avant d'en parler avec vous, je vous propose de voir le bilan 2023 de ce secteur dans ce reportage d'Athéna Milcam. Après une reprise post-Covid positive en 2022, la croisière retrouve son niveau d'avant-crise. Le seuil du nombre d'escales évolue. Il passe d'une moyenne de 1000 par an en 2016 et 2017 à 1350 aujourd'hui. Des escales de moins de 500 passagers à 99% adaptées à la taille des économies insulaires. Les très gros navires qui ne passent pas inaperçus ne représenteraient, eux, qu'1% des escales. Au total, ce sont pas moins de 90 000 passagers de croisière qui ont été recensés en 2023. La moitié est composée de croisiéristes, l'autre d'excursionnistes. Des passagers qui arrivent directement sur le territoire à bord des navires de croisière.
Au total, 37 îles ont été visitées en 2023 contre 12 îles il y a 15 ans. Parmi ces destinations insulaires, Moorea Mei'o comptabilise 124 touchés en 2023, de quoi redynamiser l'activité des prestataires de services et favoriser la création d'emplois. Tous les jours, lorsque l'on regarde les patentés avec la liste de la CCISM, on a au moins 3, 4, 6, 12 nouvelles patentes. Donc, ça peut être de la prestation touristique, ça peut être de la restauration, ça peut être également une association culturelle, une entreprise culturelle qui se déclare. Autre conséquence de ce développement lié à la croisière, le maintien des habitants dans leurs îles et l'annonce de l'arrivée de nouveaux navires internationaux comme locaux est de bon augure pour le secteur. On l'a vu, le bilan 2023 est plutôt positif. Plus d'une trentaine d'îles sont touchées par l'activité des croisières au Fénois. L'idée maintenant, ce n'est plus vraiment d'augmenter ce chiffre, c'est de renforcer, d'augmenter l'attractivité touristique. Comment comptez-vous vous y prendre ? En fait, voilà, pendant plusieurs années, on avait 10-12 îles qui étaient touchées, qui bénéficiaient de cette activité de la croisière, surtout dans les îles de la Société, aux îles du Vent, aux îles sous le vent. Tout le travail qui a été mené ces 10 dernières années, c'était d'arriver à ouvrir et d'avoir des itinéraires plus larges. Maintenant, il faut consolider ça. Il faut que dans ces îles, là où il y avait une escale par an, une escale par mois, on arrive à une escale par semaine et à pouvoir, comme c'était dit dans le reportage, faire en sorte que les prestataires d'activités, les transporteurs, les commerçants, les artisans puissent chacun investir un petit peu, proposer plus d'activités, proposer plus de solutions et d'expériences pour les passagers, pour pouvoir pérenniser cette manne qui est directement dépensée dans ces îles et dans ces microéconomies au sein de nos archipels. Est-ce qu'aujourd'hui on exploite suffisamment nos capacités dans le monde de la croisière ? Comment atteindre notre plein potentiel ? Alors, je ne sais pas si un jour on atteindra notre plein potentiel. En tous les cas, on a bien optimisé aujourd'hui le modèle de croisière qui est le modèle polynésien. D'une part avec les têtes de ligne. D'abord, c'est l'élément central et fondateur. On va avoir en 2024 quasiment 170 têtes de ligne ici sur Papeete. Donc on attend avec impatience l'ouverture du terminal de croisière. Et ça permet d'avoir de manière extrêmement régulière pour l'ensemble de ces opérateurs dans les îles une visibilité, de savoir que dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ils vont avoir tant d'escales, tant de passagers qui vont venir et avec lesquels ils peuvent travailler. Donc c'est comme ça qu'on optimise les choses, en ayant une visibilité sur ce qui se passe sur les années qui viennent. Donc il faut continuer à croître de manière raisonner, maîtriser, accroître le nombre d'escales, pas la taille des navires, et puis arriver à organiser ces itinéraires pour faire en sorte que ce soit pour l'ensemble de ces îles la manière la plus cohérente de fonctionner et de travailler. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Renard pour toutes ces précisions. Maruru. Et on enchaîne avec ce rendez-vous très attendu, la 32e édition du Salon du Tourisme qui se tiendra à partir de demain et jusqu'à dimanche au Parc Expo de Mam'o. Les exposants sont à pied d'œuvre pour accueillir les quelques 18 000 visiteurs attendus. Matai Horei, Jonas Johnston Howari. Coup de marteau, décoration florale, ambiance musicale, les 290 exposants s'activent pour accueillir les visiteurs. L'occasion pour les prestataires de mettre en avant leur activité et leur île. Cette année, le salon accueille 34 nouveaux exposants, dont Stéphane. Nous sommes une pension qui se trouve, à la différence des autres pensions, on se trouve sur un motu, à une 30aine minutes de bateau, avec une plage qui est juste magnifique, parce qu'on a une plage de sable blanc, magnifique, avec des petits oas, des petits lagons, c'est très très joli. Il y a de plus en plus de bouche à oreille, de personnes qui sont venues et qui reviennent et qui disent à leurs amis de venir, etc. Comme c'est un salon à Tahiti, ça peut être pas mal pour tout ce qui est locaux. Et souvent, l'an dernier, j'ai des personnes qui m'appellent, est-ce que vous êtes au salon? Non. Donc j'en ai quelques-unes, donc du coup je me dis, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On m'en dit du bien, donc c'est pour ça. J'ai reçu une information, donc je suis venu. 18 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours de salon. Une aubaine pour les prestataires touristiques. Cet événement est organisé 2 fois dans l'année, en février et en septembre. Nous vous l'avions annoncé hier, le projet de loi de pays relatif à l'usage du cannabis a été étudié au CESEC ce matin. Les membres de l'institution sont favorables à l'usage thérapeutique du cannabis, mais disent non à la culture du chanvre. Thomas Chabrol leur a demandé pourquoi. La création d'une filière locale officielle et contrôlée pour cultiver le chanvre, pourquoi pas?
Mais pour le CESEC, la ruée vers l'or vert devra attendre. L'institution se veut prudente sur le projet de loi du pays sur l'usage du cannabis et ses enjeux. Le CESEC est favorable, dans un premier temps, au cannabis thérapeutique pour des pathologies spécifiques avec des médicaments importés. Bien sûr, nous avons été favorables. Pourquoi? Parce que c'est un médicament et il faut savoir que déjà nous faisons venir des médicaments à base de cannabinoïdes, à base de CBD de l'extérieur, qui est remboursé par la CPS, mais pas la quantité et surtout les médicaments que nous voulons. Ça, c'est une chose. Mais bien sûr que le CESEC est d'accord que le pays puisse produire et arriver un jour, why not, de pouvoir arriver à sa propre production, mais une production contrôlée, une production pas n'importe qui, parce que c'est une plante très très difficile. La commission a dû se réunir 6 fois pour parvenir à émettre un avis au final mitigé. Les divers usages du cannabis, dont le CBD, suscitent toujours des interrogations. Le CESEC émet donc un avis défavorable à la culture de la plante. En commission, les représentants ont aussi émis des craintes quant à un usage inapproprié des produits du CBD. C'est normal que ça fait débat parce qu'il n'y a aucun texte qui est fait. Je pense qu'il faut bien réfléchir pour bien cadrer les choses. Si on ne réfléchit pas pour cadrer les choses, ce n'est pas normal. Le cannabis, un sujet à la fois sociétal, sanitaire et économique, dont le CESEC a décortiqué chaque point du projet de loi. L'institution craint un mauvais usage des produits. Les représentants de la société civile ne souhaitent pas que l'accès au CBD banalise la consommation du cannabis. Le syndicat polynésien du chanvre regrette cet avis, plutôt défavorable dans l'ensemble. La France, lorsqu'elle a renouvelé sa réglementation sur le champ industriel, elle a tenté d'interdire la vente de fleurs brutes, notamment pour l'extraction du CBD. Le Conseil d'État avait été saisi par les professionnels du secteur et il s'est prononcé un an plus tard, donc le 29 décembre 2022, en disant que l'interdiction absolue sur la fleur de chanvre, donc limitée à 0,3%, n'était pas justifiée, parce que le risque de santé publique n'était pas clairement démontré. Selon le CESEC, il est prématuré de vouloir structurer une culture du chanvre en l'état actuel des études menées sur les teneurs de la plante et leur stabilité. Les travaux menés par l'ILM n'ont pas encore abouti. Et vous pouvez retrouver les détails de ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer qui aura lieu dimanche, l'ICPF, l'Institut du cancer de la Polynésie française, lance son site internet. Mais quel est son objectif et quelle sera son utilité pour la population? La directrice de l'Institut, Teanini Temata Hotoa, nous éclaire au micro de Matai Horei. C'était la publication du rapport du registre, donc on a répertorié tous les cas de cancer de 2015 à 2019 et donc là on va pouvoir sortir le rapport du registre et le rendre accessible à tous, aux professionnels de santé mais aussi au grand public. Voilà, donc il y avait ce grand moment qu'on voulait marquer et puis après il y a le site internet, donc le site internet ça fait 2 ans donc on essaye on l'élabore pour pouvoir donner accès aux gens à de l'information sur le cancer, aux professionnels de santé aussi pour qu'ils puissent nous contacter plus facilement et qu'il y ait une vraie visibilité de l'Institut du cancer et du cancer en Polynésie. Santé, toujours avec ce chiffre marquant. Chaque année, près de 350 personnes tentent de se suicider au Fénois. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Ils sont trop peu sur le territoire et les infrastructures ne sont pas adaptées. Le reportage d'Esther Parov-Cordet. Ils sont remplis de courage et de résilience, mais on ne se bouscule pas pour les remplacer. Ces bénévoles sauvent des vies. Le travail est colossal avec un macabre décompte. Mais nous, on estime à peu près à 30 à 37 suicides aboutis par an et plus de 350 tentatives de suicide. Pour la ligne de crise, on a reçu l'année dernière 1500 appels pour un suivi de 590 personnes âgées de 4 ans à 85 ans. Les motifs du suicide ou de la tentative de suicide sont le plus souvent liés aux troubles affectifs, avec une prise en charge médicale au rabais. Je pense que le docteur Septi, qui est médecin-chef en psychiatrie, va vous le dire aussi, il n'y a pas assez de psychiatres en Polynésie. Le centre psychiatrique est saturé à 120%. Derrière l'hôpital de Taoné, les contours du nouveau pôle de santé se dessinent. Mais le personnel veille au grain. Il va falloir embaucher pour soulager les soignants du futur pôle psychiatrique.
Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on en parle, de la fatigue, de la précarité des emplois, de la non-stabilisation et aujourd'hui encore plus parce qu'on a du mal à recruter et la fermeture d'école n'a pas été une grande aide pour nous. Donc voilà, ça va continuer. D'un coût de 4,5 milliards de francs, le nouveau pôle devrait ouvrir vers la fin de cette année. Il disposera de 12 lits d'hospitalisation et de 20 places en ambulatoire. Trop peu pour les milliers de personnes en détresse suivies par SOS Suicide. Et en marge de la 28e journée nationale pour la prévention du suicide, l'association SOS Suicide organise à Pierre-Haye demain, après-demain et lundi prochain des conférences et des ateliers. Et on fait place à notre rubrique du jeudi, Théara Sport. Notre spécialiste des sports nous a rejoint en plateau. Oriane Otefao, bonsoir. Yoranaima. On commence en s'intéressant aux résultats de la Hano Hano Ocean Challenge qui s'est déroulé donc à San Diego. Plusieurs athlètes polynésiens y ont participé et ils se sont même illustrés. Et oui, 2 courses étaient au programme, une de 9 km, une de 14. Les 600 athlètes en lice se sont affrontés par catégorie d'âge et par discipline, Osiwan V1 et canoë-kayak. En Open, dans la course reine des 14 km, Steve Tehotata est arrivé 4e au scratch, derrière des kayakistes, mais il prend la première place en V1. Darren Arbulo termine 2e. Chez les masters de plus de 40 ans, c'est donc Tyron Hart qui est sacré. Errol Maoni se classe 3e. Il n'a pas pu décrocher son 4e titre convoité, mais il a pu gagner la première course en 9 km. Il nous a donné son ressenti sur place. Écoutez. Voilà, je viens de terminer ma 2e course là. Je félicite les copains Steve en Open et Tyrone qui a gagné dans notre catégorie en Master. Félicitations à eux. Je pense que ça a été une journée, on va dire, positive. J'ai fait les 2 courses, j'ai assumé ce matin, heureusement. Et là, les carottes sont cuites. Retour sur Tahiti dans la semaine. Et bisous à tous ceux de Tahiti, la Polynésie, et avec NDM. Merci, Maruru. Et maintenant, on part au Salvador pour parler de tennis. Hervé Kele et Gillian Osmond joueront leur premier match pour la Coupe Davis dès demain. Oui, chaque année, les meilleurs joueurs tahitiens sont sélectionnés pour représenter l'équipe océanienne composée de plusieurs joueurs du Pacifique. Cette année, l'effectif sera complété par 2 Tahitiens, un Vanuatais et un Tongien. Gillian et Hervé joueront contre l'équipe du Salvador dans un format de jeu par équipe, des rencontres en double et aussi en simple sur 5 rencontres en tout. Nous avons contacté ce matin Hervé Kele qui entame sa 6e participation de ce rendez-vous. Il nous fait le point à quelques heures de leur match. On a eu en fait du coup le meeting là ce matin pour déterminer le tirage au sort de qui va jouer qui. On va jouer l'équipe du Salvador. C'est une bonne équipe aussi. On a le numéro 1, Marcelo Arevalo. Il est déjà dans le top 20 mondial en niveau pro. Seulement en double, on va dire. Parce qu'en fait, dans le circuit pro, il ne s'est jamais lancé en individuel. Après, le numéro 2, 3 et 4, c'est une équipe de jeunes. Ils ont à peu près le même âge que nous. On a la vingtaine. Et il y en a un aussi, je crois, le plus jeune. Il a 18 ans de la team. On est tous bien. Après, là, on a eu en fait 3 jours aussi pour qu'on puisse s'adapter au terrain, aux nouvelles balles, au climat. Du coup, tout le monde se sent bien. Là, j'ai fait des points aussi avec Gillian. Il joue bien, il joue très bien. C'est faisable de gagner. C'est juste, en fait, on a dit le numéro 1, en fait, tu vois, qui est dans le top 20 mondial. Lui, ça va être un peu difficile, on a dit, peut-être à le battre. Mais on peut essayer d'aller les chercher dans le par équipe, on va dire. Et on termine cette rubrique en Nouvelle-Zélande où un tournoi de pétanque s'est déroulé la semaine dernière. Une centaine de Tahitiens étaient présents sur place. Et oui, une compétition organisée dans une ambiance polynésienne avec un orchestre tahitien. La première partie s'est disputée en doublette avec 56 équipes inscrites. Nos représentants ont confirmé leur suprématie puisqu'ils ont réalisé un 100% podium. C'est le duo Kevin Bokahu et Yann Nauta qui l'emportent devant Samuel Rameha et Vixon Tueva sur le score de 13-6. Les vainqueurs ont empoché la coquette somme de $4,000 néo-zélandais, environ 270 000 francs. On écoute Kevin Bokahu au pied de la Sky Tower à Auckland. On a gagné en doublette, il fallait faire
7 matchs de pré-qualif. Donc on a gagné les 7, on a fini premier au classement et après on a fait jouer directement les 8e, quart, demi-finale et on a gagné jusqu'à la fin. Bon, demain, normalement, on commence la triplette. Et la triplette, il me semble que c'est limité au nombre d'équipes par rapport au nombre de terrains qu'ils ont. Il me semble que c'est 58 équipes ou 60 équipes et maximum, dans 3 équipes de Thaïlande attitrées, à peu près 6 équipes en triplette, 6 équipes de Nouvelle-Calédonie, 3 d'Australie, et après je pense que tout le reste, la majorité c'est Tahiti. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité à l'étranger. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Oriana Tefao. Et c'est également la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Juste après, retrouvez vos émissions du jeudi Moana et Toi. Elles seront suivies de 2 épisodes de la série Grey's Anatomy. Demain, Davidson Bennett prendra les commandes du JT pour le week-end. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.